Après avoir perdu son épouse, un père milliardaire s'effondre en apprenant que ses 3 filles n'ont plus que 2 semaines à vivre. Alors que tout semble perdu, une femme sans formation médicale apparaît, apportant non pas des remèdes, mais une foi inébranlable en la vie. Ce que personne ne sait, c'est qu'au cœur de sa force se trouve une promesse silencieuse faite à la fille qu'elle-même n'a pas pu sauver. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le silence pesait comme une couverture étouffante sur l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. C'était le genre de silence qui ne naissait pas de la paix, mais d'une douleur si profonde qu'elle avait aspiré tous les sons de la vie de cette maison. Étienne Martin parcourait les couloirs de marbre avec des pas qui résonnaient dans le vide comme s'il était un étranger dans sa propre demeure. Cela faisait 2 ans que Marianne était partie, 2 ans que le cancer avait emporté non seulement sa femme, mais aussi toute la joie qui avait un jour rempli chaque recoin de cet endroit. Et ses 3 filles, ses trésors, étaient devenues des ombres d'elles-mêmes. Anne-Sophie, Claire et Sophie, 7, 5 et 4 ans respectivement. Des petites filles qui, autrefois, couraient dans les jardins comme des papillons colorés, qui remplissaient la maison d'éclats de rires cristallins et de bêtises sans fin. Maintenant, elles sortaient à peine de leur chambre, parlaient à peine, mangeaient à peine. Étienne s'arrêta devant la porte de la chambre d'Anne-Sophie, l'aînée. À travers l'entrebâillement, il pouvait la voir allongée sur son lit de princesse, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller rose que Marianne avait choisi avec tant d'amour. La fillette regardait le plafond, immobile comme une poupée abandonnée. Le docteur Dubois avait été clair lors de la dernière consultation. Les filles développaient un tableau grave de dépression infantile. La perte de leur mère, combinée à l'isolement émotionnel de leur père, avait créé un environnement toxique. Le système immunitaire des 3 était compromis. Anne-Sophie avait perdu 5 kilos en 2 mois. Claire ne parlait plus depuis des semaines. Sophie avait développé des crises de panique qui lui coupèrent le souffle. Étienne ferma les yeux et appuya son front contre la porte froide. Comment en était-il arrivé là? Lui qui avait été un père présent, joueur, qui inventait des histoires folles à l'heure du coucher et apprenait à ses filles à faire du vélo dans le jardin. Après le départ de Marianne, quelque chose en lui s'était brisé de telle manière qu'il ne parvenait plus à se connecter avec ses propres filles. Il avait tout essayé. Psychologue pour enfants, thérapeutes familiaux, médecins privés. Il avait emmené les filles en voyage, acheté des jouets, engagé des animateurs. Rien ne fonctionnait. C'était comme si un mur invisible s'était érigé entre eux, et plus il essayait de l'abattre, plus il devenait haut. De l'autre côté du couloir, l'infirmière, Jeanne, sortait de la chambre de Claire avec un plateau intact. Une fois de plus, la fillette avait refusé de manger. Le regard de la professionnelle croisa celui d'Étienne, et elle secoua la tête avec tristesse. « Monsieur Martin, il faut que nous parlions », murmura-t-elle en s'approchant. « Les filles ne peuvent pas continuer comme ça. » Claire maigrit de jour en jour, et Sophie s'est réveillée 3 fois cette nuit à cause de cauchemars. Anne-Sophie. Sa voix se brisa. Anne-Sophie a demandé si elle aussi allait partir comme maman. Les mots frappèrent Étienne comme des coups de poignard. Il s'éloigna du mur et descendit les escaliers en direction du salon, essayant de contrôler sa respiration devenue irrégulière. La maison, avec ses meubles coûteux et sa décoration impeccable, ressemblait à un mausolée. Même les plantes que Marianne aimait tant étaient fanées, bien qu'elles fussent arrosées quotidiennement. Étienne se servit un whisky qu'il n'avait pas envie de boire et s'assit dans le fauteuil en cuir où il avait l'habitude de lire le journal le dimanche matin, pendant que les filles jouaient sur le tapis à ses pieds. Maintenant, le tapis était vide, et le journal restait plié et intact sur la table basse. Son téléphone vibra. Un message de son frère, Robert, demandant s'il pouvait passer le week-end pour voir ses nièces. Étienne tapa une réponse automatique. Elles ne sont pas en état de recevoir des visites. C'était toujours la même excuse. La vérité était qu'il ne supportait pas l'idée que quelqu'un voit ses filles dans cet état de dépérissement. L'interphone sonna, interrompant ses sombres pensées. Qui cela pouvait-il être? Il n'attendait personne et avait demandé à la conciergerie de ne pas autoriser l'entrée de vendeurs ou de visiteurs indésirables. À contre-cœur, il répondit « Monsieur Martin, il y a une dame ici qui dit être venue pour l'entretien d'embauche. »
Étienne fronça les sourcils. Quel entretien! Il n'avait annoncé aucun poste. Il n'avait... Puis il se souvint. Des semaines auparavant, dans un moment de désespoir après une crise particulièrement sévère de Sophie, il avait demandé à Robert de publier une annonce pour une gouvernante spécialisée. Il l'avait ensuite regretté et avait complètement oublié l'affaire. « Monsieur, que dois-je faire » Étienne soupira. Puisque la femme s'était donné la peine de venir jusqu'ici, le moins qu'il pouvait faire était de la congédier en personne. « Faites-la monter. » 5 minutes plus tard, il entendit des pas légers dans l'escalier. Pas le son pressé de talons hauts ou le bruit lourd de chaussures de ville, mais quelque chose de presque musical. Comme si la personne dansait en marchant. La femme qui entra dans le salon était à l'opposé de tout ce qu'Étienne attendait. Elle ne portait pas d'uniforme blanc, ne tenait pas une mallette pleine de certificats, n'avait pas cet air sérieux et professionnel des autres gouvernantes qu'il avait interviewées des mois auparavant. C'était une femme simple, d'environ 35 ans, avec des cheveux châtains attachés en un chignon désordonné et des yeux verts qui brillaient d'une lumière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle portait un chemisier en coton bleu clair et une longue jupe fleurie. Elle tenait un sac en toile qui semblait avoir connu des jours meilleurs, mais qui était propre et bien entretenu. Il y avait quelque chose en elle qui irradiait la tranquillité, comme si elle portait en elle la sérénité d'un dimanche après-midi à la ferme de son enfance. « Bonjour, monsieur Martin. Je m'appelle Hélène Laurent. » Sa voix était douce, mais ferme. Elle ne montrait ni nervosité ni anxiété. Étienne lui fit signe de s'asseoir sur le canapé, en face de son fauteuil. « Écoutez, Hélène, je dois être honnête avec vous. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne cherche plus de gouvernante. La situation de mes filles est compliquée, très compliquée. » Hélène s'assit et croisa les mains sur ses genoux, gardant le regard fixé sur lui. Je sais qu'elle traverse un moment difficile. Perdre sa mère est l'une des douleurs les plus profondes qu'un enfant puisse affronter. Ces mots étaient simples, mais il y avait quelque chose dans la façon dont ils étaient dits qui fit qu'Étienne se redressa dans son fauteuil. Il n'y avait pas de pitié dans sa voix, pas ce ton condescendant qu'il avait l'habitude d'entendre de la part des professionnels. C'était juste une compréhension sincère. Vous avez de l'expérience avec des enfants qui souffrent de dépression ? J'ai de l'expérience avec des enfants qui ont oublié comment sourire, répondit Hélène. Et je sais qu'ils n'ont pas besoin de plus de médecins ou de médicaments. Ils ont besoin de quelqu'un qui croit encore qu'il y a de la vie en eux. Étienne sentit un poids sur sa poitrine. Vous ne comprenez pas. Mes filles ne mangent pas correctement depuis des mois. La plus jeune a des crises de panique. Celle du milieu ne parle pas. L'aînée... Sa voix s'étrangla. L'aînée me demande si elle aussi va partir. Hélène se pencha légèrement en avant, et Étienne put voir qu'elle prêtait vraiment attention à chaque mot. Puis je l'ai rencontrée. La question était si simple et directe qu'Étienne fut déconcerté. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle n'aime pas les étrangers. Je comprends, mais peut-être que je ne serai pas une étrangère bien longtemps. Il y avait quelque chose dans sa confiance qui l'intriguait. Étienne s'était habitué aux professionnels qui arrivaient avec des diagnostics, des protocoles, des méthodes scientifiques. Hélène n'avait rien mentionné de tout cela. Elle semblait vouloir simplement connaître ses filles en tant que personne, pas en tant que patiente. Contre son meilleur jugement, Étienne se leva. « D'accord, mais je vous préviens, elles ne vous regarderont probablement même pas. Et s'il vous plaît, ne faites pas de promesses d'amélioration ou de guérison miraculeuse. J'ai déjà entendu ça de nombreuses fois. » Hélène se leva également, et Étienne remarqua qu'elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait une force silencieuse. Ils montèrent les escaliers ensemble, et Étienne s'arrêta devant la première chambre. Voici Anne-Sophie, l'aînée. Elle est... Mais quand il ouvrit la porte, les mots moururent dans sa gorge. Anne-Sophie était assise au bord du lit, les regardant directement. Ses yeux bruns, qui ne brillaient plus depuis des mois, semblaient légèrement plus vifs. Comme si elle avait senti quelque chose de différent dans l'air. Hélène entra dans la chambre avec des mouvements doux et s'accroupit à la hauteur de la fillette, en gardant une distance respectueuse. « Bonjour, Anne-Sophie. Je suis Hélène. Tu as une très jolie chambre. »
La fillette ne répondit pas mais ne détourna pas le regard comme elle le faisait habituellement avec les autres visiteurs. Elle observa Hélène avec une curiosité prudente. Hélène regarda autour d'elle et remarqua les dessins d'enfants accrochés au mur, les poupées rangées sur l'étagère, les livres d'histoires empilés sur la table de chevet. « Tu aimes dessiner ? J'ai vu de très beaux dessins là sur le mur. » Anne-Sophie hocha la tête presque imperceptiblement. Étienne retint son souffle. Sa fille ne réagissait à personne depuis des semaines. « Peut-être qu'un jour tu pourras m'apprendre à dessiner aussi bien que toi, » dit Hélène en se relevant. « Pour l'instant, je suis juste venue faire ta connaissance. Au revoir, Anne-Sophie. » Elle sortit de la chambre sans insister, sans essayer de forcer une plus grande interaction. Étienne fut surpris par son approche. La plupart des professionnels essayaient de faire parler les filles, de les faire jouer, de les faire réagir immédiatement. Dans le couloir, il murmura « Normalement, elle ne regarde même pas les gens. »« Elle protège juste son cœur, » répondit Hélène. « C'est une fille très intelligente. » Ils se dirigèrent vers la chambre de Claire. La fillette de 5 ans était allongée sur le côté, serrant contre elle un ours en peluche usée qui avait été un cadeau de sa mère. Ses cheveux blonds étaient en désordre et elle paraissait plus petite qu'elle ne l'était vraiment. Hélène entra et s'assit par terre, près du lit, mais encore une fois, sans envahir l'espace de l'enfant. « Bonjour Claire. Quel joli petit ours. Comment s'appelle-t-il » Silence. Étienne allait expliquer que Claire ne parlait pas, mais Hélène leva subtilement la main, demandant patience. « Il a l'air d'être un ours très spécial. Je parie qu'il a déjà vécu beaucoup d'aventures avec toi. » Claire serra l'ours contre sa poitrine, mais ses yeux se déplacèrent en direction d'Hélène. « J'ai aussi un ours spécial à la maison. Il s'appelle Théodore. Il est très vieux et a quelques parties recousues, mais c'est toujours mon préféré. » Pour la première fois depuis des semaines, Étienne vit une lueur d'intérêt dans les yeux de Claire. Hélène resta quelques minutes de plus en silence, partageant simplement l'espace avec la fillette avant de prendre congé et de sortir. La dernière chambre était celle de Sophie, la plus jeune. La fillette était réveillée mais blottie sous la couverture, seuls ses yeux bleus apparaissant au-dessus du tissu. Quand elle vit Hélène, elle se cacha complètement. Hélène s'approcha lentement et s'assit sur la petite chaise en plastique à côté du lit. « Bonjour Sophie, je sais que tu es là, sous la couverture. Tu n'as pas besoin de sortir si tu n'en as pas envie. Parfois, j'aime aussi me cacher sous la couverture quand je me sens un peu triste. » Un mouvement presque imperceptible sous la couverture. « Sais-tu ce que je fais quand je suis comme ça ? Je compte les belles choses dont je peux me souvenir, comme les fleurs jaunes, l'odeur du pain chaud, les oiseaux qui chantent le matin. » Hélène fit une pause. « Est-ce que tu peux penser à quelque chose de beau, Sophie ?» La couverture bougea de nouveau, et Étienne put voir un petit œil jeter un coup d'œil. Hélène sourit. « Je vais te laisser te reposer maintenant. Mais si tu veux compter les belles choses avec moi un autre jour, j'adorerais. » Quand ils sortirent de la dernière chambre, Étienne était visiblement secoué. En 15 minutes, Hélène avait obtenu plus de réactions de ses filles que n'importe quel professionnel en des mois. De retour au salon, il s'assit lourdement dans le fauteuil. « Comment avez-vous fait ça ?»« Je n'ai rien fait d'autre que de les voir, » répondit Hélène. « Pas comme des patientes ou des problèmes à résoudre, comme 3 petites filles courageuses qui affrontent une très grande douleur. » Étienne se passa les mains sur le visage. « Vous avez des enfants ?» Hélène hésita un instant, et Étienne perçut une ombre traverser ses yeux verts. « J'en ai eu, » répondit-elle simplement. Ces 2 mots portaient un poids qu'Étienne reconnut immédiatement. C'était la même douleur qu'il voyait dans le miroir tous les jours, mais il y avait quelque chose de plus dans les yeux d'Hélène. Une acceptation, une paix qu'il ne pouvait pas comprendre. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Merci. » Hélène se redressa dans le fauteuil. « C'est pourquoi je sais que vos filles ont juste besoin de quelqu'un qui croit encore en elles, quelqu'un qui n'a pas abandonné. » Étienne sentit les mots comme un coup de poing dans l'estomac. Avait-il abandonné? Pas consciemment, mais peut-être. Peut-être que oui. Vous êtes en train de dire que j'ai abandonné mes filles? Je dis que la douleur nous fait parfois oublier comment aimer, répondit Hélène avec gentillesse. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est humain. Mais les filles ont besoin de voir qu'il y a encore de l'espoir. Étienne resta silencieux,
un long moment, digérant ses paroles. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de Paris de tons orange et roses. C'était le genre de coucher de soleil que Marianne adorait, pour lequel elle l'appelait souvent, afin qu'ils le regardent ensemble depuis le balcon. « Que feriez-vous si je vous laissais essayer ?» Hélène se pencha en avant. « Je commencerai doucement. Je gagnerai leur confiance. Je leur montrerai qu'il y a encore des raisons de sourire, que la vie peut être belle à nouveau. Et si ça ne marche pas, si elle continue, alors au moins elles sauront que quelqu'un a essayé, que quelqu'un n'a pas abandonné. » Hélène fit une pause. « Mais je crois que ça va marcher. Elles attendent juste quelqu'un qui voit encore la lumière en elles. » Étienne regarda par la fenêtre le jardin que Marianne avait planté avec tant d'amour. Il était abandonné, les fleurs fanées, l'herbe poussant sans soin, comme tout le reste dans cette maison. Quand il se retourna vers Hélène, sa décision était prise. « Quand pouvez-vous commencer ?» Hélène arriva le lendemain matin, portant un sac en tissu imprimé et un sourire discret qui semblait illuminer l'entrée de l'hôtel particulier. Étienne l'attendait dans le hall, nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Il avait passé toute la nuit à se demander s'il avait pris la bonne décision. « Bonjour, monsieur Martin », salua Hélène, et sa voix apporta un calme immédiat à l'atmosphère tendue. « Bonjour. Les filles dorment encore. Elles ont l'habitude de se réveiller tard car elles passent la nuit éveillées avec des cauchemars et... » Il s'interrompit, réalisant qu'il se justifiait. Hélène hocha la tête avec compréhension. « C'est d'accord. En attendant, puis-je mieux connaître la maison, comprendre comment elles vivent ?» Étienne la guida à travers les pièces principales. Le salon de réception que personne n'utilisait plus, la salle de télévision où les filles s'asseyaient parfois en silence, la cuisine spacieuse où la gouvernante, Madame Carmen, préparait des repas qui n'étaient que grignotés. Hélène observait tout avec attention, mais son regard s'attarda particulièrement sur les photographies. Il y avait des portraits partout. Marianne souriant sur la plage de Deauville, les filles petites courant dans le jardin, des moments de bonheur familial qui semblaient maintenant appartenir à une vie différente. Hélène s'arrêta devant une photo où Marianne était dans le jardin, à genoux dans la terre, plantant des fleurs pendant qu'Anne-Sophie, alors âgée de 5 ans, l'aidait. « Votre femme aimait le jardinage », observa Hélène. « Elle adorait ça. Elle disait que les plantes étaient comme des enfants, qu'elles avaient besoin de soins, de patience et d'amour. » Étienne regarda par la fenêtre, le jardin abandonné. « Je n'ai pas la main verte. » Hélène suivit son regard. Le jardin était clairement négligé, mais on pouvait encore voir les vestiges de l'amour qui y avait été investi. Des rosiers qui luttaient pour fleurir, un petit potager avec des herbes qui poussaient à l'état sauvage, des parterres qui n'avaient besoin que d'un peu d'attention. « Peut-être que les filles ont hérité du talent de leur mère, » dit doucement Hélène. À ce moment, ils entendirent des pas lents dans l'escalier. Anne-Sophie descendait, encore en pyjama, les cheveux en désordre et les yeux ensommeillés. Quand elle vit Hélène, elle s'arrêta à mi-chemin incertaine. « Bonjour Anne-Sophie », dit Hélène avec naturel, comme s'il était normal qu'elle soit là. « Tu as bien dormi ?» La fillette descendit quelques marches de plus et hocha légèrement la tête. Étienne fut surpris. Sa fille avait l'habitude de s'enfuir dans sa chambre quand elle voyait des étrangers dans la maison. « Tu as faim ? Votre gouvernante a préparé un petit déjeuner qui sent délicieusement bon. » Anne-Sophie regarda son père comme pour demander la permission. Étienne fit un geste en direction de la cuisine, essayant de ne pas montrer à quel point il était ému de la voir se réveiller seule et descendre pour prendre son petit déjeuner. Dans la cuisine, Madame Carmen, une femme robuste de 60 ans qui travaillait dans la famille depuis une décennie, salua Hélène avec une curiosité polie. Elle était habituée à voir des professionnels arriver et repartir, tous avec leur méthodologie et leurs promesses. Anne-Sophie s'assit à la grande table en bois où la famille avait l'habitude de prendre ses repas ensemble. Maintenant, les 6 chaises semblaient trop grandes, soulignant l'absence qui planait sur chaque instant. Hélène s'assit à côté de la fillette, pas en face d'elle, un choix subtil qui évitait de donner l'impression d'un interrogatoire ou d'une thérapie. « Quelle belle table !» commenta Hélène. « Je parie que vous avez partagé beaucoup de bons repas ici. » Anne-Sophie joua avec sa fourchette, remuant les œufs brouillés dans son assiette sans manger. « Sais-tu ce que j'aime le plus au petit déjeuner ?» demanda Hélène, en se servant une tranche de pain de campagne que Madame Carmen avait préparée.
c'est que chaque jour on peut choisir comment commencer. Parfois je me réveille avec une envie de sucré et parfois de salé. Aujourd'hui je me suis réveillé avec une envie de quelque chose qui me rappelle la maison. « Comment est ta maison ?» demanda soudain Anne-Sophie, se surprenant elle-même autant que les autres. Étienne faillit renverser sa tasse de café. Sa fille n'avait pas posé de questions depuis des mois. Hélène sourit. « Elle est toute petite. Il y a une cuisine qui est presque entièrement occupée par la table, parce que j'aime recevoir mes amis pour manger. Et il y a un jardin à l'arrière où je plante des herbes aromatiques. Basilic, persil, ciboulette. Ta mère plantait aussi des herbes ?» Anne-Sophie hocha la tête et Étienne vit ses yeux se remplir de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir comme celles qu'il avait l'habitude de voir. C'étaient des larmes de nostalgie, ce qui, d'une certaine manière, semblait plus sain. « Elle m'a appris que le basilic aime le soleil du matin, » dit Anne-Sophie d'une voix basse, « et qu'il ne faut pas mouiller les feuilles, seulement la terre. Ta mère en savait beaucoup sur les plantes. Je parie que tu as beaucoup appris avec elle. » La fillette mangea une bouchée de ses œufs, la première vraie bouchée qu'Étienne la voyait prendre depuis des semaines. À ce moment, Claire descendit les escaliers, serrant son ours en peluche, encore en pyjama et l'air endormi. Voyant Anne-Sophie à table, elle hésita, mais finit par s'approcher et s'asseoir sur une chaise éloignée. « Bonjour Claire, » dit Hélène. « Comment va le petit ours aujourd'hui ?» Claire serra plus fort son jouet, mais ne s'enfuit pas en courant comme elle le faisait d'habitude. Hélène se leva et alla vers le réfrigérateur, où se trouvait une carafe de jus d'orange. « Je peux te servir un jus? Ou tu préfères du lait ?» Claire désigna le jus, toujours sans parler. Pendant qu'Hélène servait la boisson, Madame Carmen murmura à Étienne « En 20 ans à m'occuper d'enfants, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir à faire en sorte que Claire désigne ce qu'elle voulait. Elle se contentait toujours de hocher la tête. » Étienne observait la scène avec un mélange d'espoir et de peur. Et si Hélène parvenait vraiment à faire une différence? Et si elle n'y parvenait pas? Il ne supporterait pas une autre déception. Sophie fut la dernière à apparaître, descendant les escaliers très lentement, encore l'air endormi et tenant une petite couverture. Quand elle vit Hélène, elle ne courut pas se cacher. Elle resta à l'entrée de la cuisine, observant. « Bonjour Sophie, » dit Hélène sans se retourner, continuant à beurrer son pain. « Si tu veux t'asseoir avec nous, il y a une chaise ici, mais si tu préfères rester là, c'est bien aussi. » Sophie resta indécise quelques instants, puis se dirigea vers la table et s'assit sur la chaise la plus proche de la porte, comme si elle planifiait une fuite rapide, si nécessaire. Pour la première fois depuis des mois, les 3 sœurs étaient assises à table en même temps. Étienne sentit une boule dans sa gorge. Hélène ne fit aucun commentaire à ce sujet, n'essaya pas de forcer des conversations ou des activités. Elle prit simplement son petit déjeuner tranquillement, faisant quelques commentaires désinvoltes sur le temps, sur le bon goût du pain de Madame Carmen, sur un oiseau qu'elle avait vu par la fenêtre. « Vous savez quel est mon oiseau préféré ?» demanda-t-elle. « Le rouge-gorge, parce qu'ils sont très bavards. Ils passent la journée à chanter comme s'ils saluaient tout le monde. » Anne-Sophie esquissa un petit sourire presque imperceptible, mais Étienne capta l'instant. Après le petit déjeuner, Hélène proposa quelque chose d'inattendu. « Et si on allait jeter un œil à ce jardin dehors, juste pour voir comment vont les plantes de votre mère ?» Étienne allait protester. Les filles ne sortaient plus de la maison depuis des mois, mais Anne-Sophie se leva de sa chaise. « Je peux y aller en pyjama ?» demanda-t-elle. « Bien sûr que tu peux, » répondit Hélène. « Les plantes ne se soucient pas des vêtements. » Claire et Sophie les suivirent, encore hésitantes mais curieuses. Le jardin était vraiment abandonné. Les rosiers étaient pleins de branches sèches, l'herbe haute, les parterres envahis par les mauvaises herbes. Mais Hélène ne montra ni pitié ni tristesse. Elle marchait parmi les plantes comme si elle rendait visite à de vieux amis. « Regardez, » dit-elle en s'accroupissant à côté d'un rosier. « Celui-ci essaie de faire une nouvelle fleur. Vous voyez ce petit bouton ici ?» Les 3 fillettes s'approchèrent, et Étienne les suivit à une distance respectueuse. « Pourquoi il est moche ?» demanda Sophie, parlant pour la première fois depuis des semaines. Étienne eut l'impression que le monde s'était arrêté. La voix de sa fille cadette, qu'il n'avait pas entendue depuis si longtemps, sonnait comme une musique. Hélène ne montra aucune surprise, répondant simplement avec naturel
Il n'est pas moche, Sophie. Il a juste besoin de soins. Parfois, quand on est triste pendant longtemps, on a aussi l'air d'avoir besoin de soins. Claire lâcha son ours et toucha délicatement une feuille. « Maman disait que les plantes sont contentes quand on leur parle, » dit Anne-Sophie. « Ta mère avait raison. Les plantes aiment l'attention comme toutes les choses vivantes. » Hélène se leva et regarda autour d'elle. « Vous savez ce que je pense ? Je pense que ce jardin attend que vous reveniez vous en occuper. »« Mais on ne sait pas comment faire, » protesta Anne-Sophie. « Oh, mais si, vous savez, votre mère vous a appris plein de choses. Tout est là, à l'intérieur. » Hélène toucha délicatement la poitrine de la fillette. « Parfois, on a juste besoin de se souvenir. » Elles restèrent encore quelques minutes dans le jardin, Hélène montrant des plantes qui essayaient de fleurir, indiquant où il y avait de la vie sous la destruction apparente. Étienne observait de loin, impressionné par la simplicité de son approche. Il n'y avait pas de pression, pas d'exigence, juste la démonstration qu'il y avait encore de la beauté dans le monde. Quand elles rentrèrent, les filles semblaient légèrement moins éteintes. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Pendant l'après-midi, Hélène proposa des activités simples, pas de jeux forcés ou d'activités thérapeutiques manifestement structurées, mais des choses naturelles. Plier des vêtements en parlant de tout et de rien, ranger les livres de la bibliothèque, aider Madame Carmen à préparer un goûter. Anne-Sophie proposa de montrer ses dessins à Hélène. Elles allèrent dans sa chambre et elle ouvrit un cahier rempli de figures sombres, des arbres sans feuilles, des maisons sans personnages, des ciels gris. Hélène regarda chaque dessin avec une attention sincère. « Tu dessines très bien, Anne-Sophie. Ces arbres ont une très belle forme. »« Ils n'ont pas de feuilles, » murmura la fillette. « C'est vrai. Mais sais-tu à quoi je pense quand je vois un arbre sans feuilles ? Je pense qu'il se repose. Il se prépare pour le prochain printemps, quand il redeviendra tout vert. » Anne-Sophie réfléchit à ces mots. « Tu crois qu'ils auront de nouveau des feuilles ? J'en suis sûre. Les arbres sont très intelligents. Ils savent qu'après l'hiver vient toujours le printemps. » En fin d'après-midi, alors qu'Hélène se préparait à partir, Sophie s'approcha d'elle timidement. « Tu reviens demain ?» demanda-t-elle tout bas. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Sa fille cadette montrait pour la première fois depuis des mois qu'elle désirait la présence de quelqu'un. « Si vous voulez que je revienne, je reviendrai, » répondit Hélène. « Je veux, » dit Sophie. « Moi aussi, » murmura Claire. Anne-Sophie hocha simplement la tête, mais c'était suffisant. Quand Hélène partit, Étienne l'accompagna jusqu'au portail. Le soleil se couchait une fois de plus, mais cette fois, il ne se sentit pas étouffé par la mélancolie de la fin de journée. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il. « En une journée, mes filles ont plus parlé qu'en des mois. » Hélène ajusta son sac sur son épaule. « Je les ai juste laissés être des enfants. Des enfants tristes, blessés, mais toujours des enfants. Elles n'avaient pas besoin de guérir pour mériter de l'attention. Elles méritaient de l'attention pour pouvoir guérir. » Étienne resta à réfléchir à ces mots en la regardant s'éloigner. Quand il rentra à la maison, il trouva les trois filles assises sur le canapé du salon, regardant la télévision ensemble. Elles n'avaient pas fait ça depuis plus d'1 an. Anne-Sophie le regarda quand il entra. « Papa, tu crois qu'Hélène va vraiment revenir demain ?»« Je pense que oui, » répondit Étienne, s'asseyant à côté d'elle pour la première fois depuis des mois. « Vous l'avez aimée ?»« Elle n'a pas pitié de nous, » dit soudain Claire, surprenant tout le monde. C'était la première phrase complète qu'elle prononçait depuis des semaines. Et elle ne dit pas que maman est au ciel et qu'on doit être contente, ajouta Sophie. Étienne réalisa que ses filles avaient identifié quelque chose qu'il n'avait pas perçu. Hélène n'avait pas essayé de les consoler avec des platitudes ou de les forcer à se sentir mieux. Elle avait simplement reconnu leur douleur comme valide et était restée à leur côté malgré tout. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, les trois filles dormirent sans cauchemar. Étienne passa devant la porte de leur chambre et vit Anne-Sophie endormie, serrant son carnet de dessin, Claire avec son ours posé contre son visage, Sophie avec la couverture ne couvrant que ses jambes, ne cachant plus tout son corps. C'étaient de petits signes, presque imperceptibles, mais qui portèrent la promesse que peut-être, juste peut-être, sa famille pourrait retrouver le chemin de la vie. Étienne s'endormit cette nuit-là en pensant à Marianne. Pour la première fois depuis son départ,
Il parvint à se souvenir de son rire sans ressentir uniquement de la douleur. Il put imaginer qu'elle serait heureuse de savoir que ses filles avaient souri aujourd'hui, même si ce n'était que pour quelques instants. Et quand il ferma les yeux, il ne rêva pas de pertes ou de regrets. Il rêva de jardins en fleurs et de voix d'enfants remplissant à nouveau sa maison. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Hélène, et la maison respirait déjà différemment. Ce n'était pas une transformation complète, mais de petits miracles se produisaient chaque jour. Sophie avait recommencé à faire des phrases entières, Claire portait son ours avec moins de désespoir, et Anne-Sophie avait dessiné un arbre avec 3 petits bourgeons verts. Étienne observait ces changements avec un mélange de soulagement et de peur. Peur que ce soit temporaire, peur que ses filles puissent régresser si Hélène décidait de partir. Il était devenu dépendant de ces moments de normalité qu'elle apportait à leur routine. Ce jeudi matin, Hélène arriva en portant 2 sacs qui semblaient plus lourds que d'habitude. Étienne la reçut à la porte, comme c'était devenu une habitude. « Bonjour, monsieur Martin, les filles sont déjà réveillées ?» Anne-Sophie, oui, elle prend son petit déjeuner. Les 2 autres sont encore en train de se préparer. Il hésita un instant. « Hélène, je peux vous poser une question ?» Elle arrêta de ranger les affaires de son sac et le regarda avec attention. « Bien sûr. Vous êtes sûr que vous faites ce qu'il faut ? Je veux dire, ne serait-il pas préférable de maintenir une routine plus structurée ? Des activités thérapeutiques spécifiques ?» Hélène sourit de cette manière douce qu'Étienne apprenait à reconnaître. « Monsieur Martin, vos filles ne sont pas des puzzles qu'il faut assembler avec les bonnes pièces au bon endroit. Ce sont de petites filles qui ont besoin de se souvenir que le monde peut encore être un endroit sûr. » Avant qu'il ne puisse répondre, Anne-Sophie apparut en courant, pour saluer Hélène. C'était la première fois qu'Étienne voyait sa fille aînée se déplacer avec une quelconque urgence ou enthousiasme. « Hélène, tu as apporté ce que tu avais promis ?» Étienne fronça les sourcils. Quelle promesse! Hélène ouvrit l'un des sacs et en sortit de petits pots en terre cuite, des sachets de graines et un arrosoir miniature peint en jaune. « J'ai tout apporté. Des graines de tournesol, de basilic, de persil et même quelques-unes de fraises. »« On va planter aujourd'hui ?» demanda Anne-Sophie, les yeux brillants d'une manière qu'Étienne n'avait pas vue depuis 2 ans. « Si tu veux, et si tes sœurs le veulent aussi. » Comme si elles avaient entendu la conversation, Claire et Sophie apparurent dans le salon. Claire serrait toujours son ours, mais elle n'y était plus agrippée comme à une bouée de sauvetage. Sophie marchait normalement, sans cette posture recroquevillée de quelqu'un qui essaie de disparaître. « C'est quoi ces petites choses ?» demanda Sophie en s'approchant des pots. « Ce sont des petits pots pour qu'on plante des graines », expliqua Anne-Sophie avec fierté, comme si elle était une experte en la matière. « Hélène a dit qu'on pouvait faire un petit jardin rien qu'à nous. » Claire toucha délicatement l'un des pots. « Et elles vont pousser pour de vrai ?»« Elles vont pousser, oui, » répondit Hélène, « mais seulement si on s'en occupe avec amour. Arroser tous les jours, mettre au soleil, leur parler. »« Leur parler ?» demanda Sophie amusée. « Bien sûr, les plantes aiment entendre des voix douces. Ça les fait pousser plus belles. » Étienne observait la scène, essayant de comprendre comment Hélène avait réussi à transformer une activité de jardinage en quelque chose qui semblait magique pour ses filles. Ils s'installèrent sur la terrasse arrière, où se trouvait une table en bois que Marianne utilisait pour ses loisirs créatifs. Madame Carmen apporta de vieilles serviettes pour couvrir la table et un seau d'eau. Hélène montra aux filles comment mettre de la terre dans les pots, en faisant de petits trous avec le doigt pour les graines. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression pour que tout soit parfait. C'étaient juste 3 petites filles jouant dans la terre avec une adulte qui semblait aussi enchantée qu'elle. « Ma mère disait qu'on doit faire un vœu quand on plante une graine », dit soudain Anne-Sophie. Étienne sentit sa poitrine se serrer. C'était la première fois qu'elle mentionnait Marianne spontanément, sans pleurer. « Quel genre de vœu ?» demanda Hélène. « Un bon vœu, pour que la petite plante pousse fort et pour qu'on soit heureux en la voyant grandir. » Claire arrêta de jouer avec la terre et regarda sa sœur aînée. « Je peux faire un vœu aussi ?»« Oui, chacune fait le sien. » Sophie planta sa première graine de tournesol avec beaucoup de soin, comme si c'était un bijou précieux. Puis elle ferma les yeux et murmura quelque chose que personne ne put entendre. « Qu'est-ce que tu as demandé, Sophie ?» demanda Anne-Sophie. « Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas, » répondit la petite avec sérieux.
Étienne s'éloigna un peu pour aller chercher de l'eau dans la cuisine, mais en réalité, il avait besoin d'un moment pour se ressaisir. Voir ses filles faire des projets pour l'avenir, même si ce n'était que pour voir une plante pousser, l'émouvait profondément. Quand il revint, Hélène racontait aux filles les différents types de plantes qu'elle avait cultivées au cours de sa vie. « J'ai planté de tout, de la laitue au rosier. Chaque plante a sa personnalité. Certaines sont plus capricieuses, d'autres sont très faciles à entretenir. »« Comment as-tu appris tout ça ?» demanda Claire. Hélène hésita un bref instant, et Étienne perçut de nouveau cette ombre passer dans ses yeux. « J'ai appris avec ma mère, et puis j'ai enseigné à ma fille. » Les filles captèrent quelque chose dans la voix d'Hélène, un changement subtil de ton. « Tu as une fille ?» demanda Anne-Sophie. « J'en ai eu une, » répondit doucement Hélène. Elle s'appelait Noémie. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais respectueux. Étienne vit ses filles traiter l'information avec une maturité qui le surprenait toujours. Les enfants qui ont vécu des pertes développent une sensibilité particulière à la douleur des autres. « Elle aimait aussi les plantes ?» demanda Sophie. Hélène sourit, mais Étienne put voir des larmes se former dans ses yeux. Elle adorait, surtout les tournesols. Elle disait que c'était comme de petits soleils qu'on pouvait planter. Anne-Sophie regarda la graine qu'elle venait de planter. « Alors quand notre tournesol poussera, ce sera comme s'il y avait un petit bout d'elle ici avec nous. » Les mots de la fillette touchèrent visiblement Hélène. Elle dut se retourner pour essuyer discrètement ses yeux. « Je pense que ce serait exactement ça, » acquiesça-t-elle d'une voix étranglée. Étienne sentit une vague d'émotion l'envahir. Ces filles, qui, des semaines auparavant, étaient incapables de ressentir autre chose que de la tristesse, offraient du réconfort à quelqu'un d'autre. Elles se souvenaient comment montrer de l'affection. Le reste de la matinée passa rapidement. Les filles plantèrent 4 types de graines différentes, arrosèrent les pots avec un soin excessif et choisirent le meilleur endroit sur la terrasse pour les laisser au soleil. Pendant le déjeuner, pour la première fois depuis des mois, il y eut des conversations animées à table. Les 3 parlèrent de leurs plantes, faisèrent des projets pour quand elles grandiraient, discutèrent des noms à donner au tournesol. « Et si on faisait un vrai jardin dehors ?» suggéra Claire. « Là où maman a planté les roses. » Étienne faillit s'étouffer. Sa fille suggérait de toucher au jardin de Marianne quelque chose qu'il avait considéré comme intouchable. Hélène perçut son hésitation. « Qu'en pensez-vous, monsieur Martin? Ce serait possible ?» Les 3 fillettes le regardèrent avec attente. Étienne se trouva à un carrefour émotionnel. Une partie de lui voulait préserver le jardin exactement comme Marianne l'avait laissé, comme une sorte de mémorial. Mais une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour avec la présence d'Hélène, voulait voir ses filles créer de nouveaux souvenirs. « Je pense que maman serait heureuse de vous voir vous occuper de son jardin, » dit-il finalement. Le sourire qu'Anne-Sophie lui adressa fut le premier sourire sincère et complet qu'il voyait d'elle depuis la mort de Marianne. Claire applaudit et Sophie sauta sur sa chaise. « On peut commencer demain ?» demanda Anne-Sophie. « On peut, » acquiesça Hélène. « Mais d'abord, voyons comment se portent nos petits pots. » L'après-midi, Hélène proposa quelque chose de différent. Elle dit qu'elle voulait mieux connaître l'histoire de la famille, comprendre comment était leur vie avant la perte. Étienne était réticent. Parler du passé faisait mal, mais les filles se montrèrent enthousiastes à l'idée de parler de leur mère. Ils s'assirent dans le salon et Anne-Sophie apporta des albums photos. Hélène feuilleta les pages avec soin, posant des questions sur chaque moment immortalisé. « Maman était très drôle », raconta Sophie. « Elle faisait des voix différentes quand elle nous lisait des histoires. Et elle savait faire le meilleur gâteau au chocolat du monde », ajouta Claire. « Elle vous a appris la recette ?» demanda Hélène. Les filles se regardèrent. « On n'a jamais essayé de le faire toute seule », admit Anne-Sophie. Étienne réalisa qu'ils avaient complètement abandonné les traditions que Marianne avait établies, les histoires avant de dormir, les gâteaux d'anniversaire faits maison, les après-midi de jardinage. Tout s'était arrêté à son départ, comme si ces choses ne pouvaient exister sans elle. « Vous pensez que vous aimeriez essayer de faire le gâteau de maman un de ces jours ?» suggéra Hélène. « Mais si ce n'est pas pareil ?» demanda Sophie avec inquiétude. Hélène se pencha en avant et prit la petite main de la fillette. « Sophie, il n'a pas besoin d'être pareil. Il a besoin d'être fait avec amour. Et je suis sûre que vous 3, vous savez très bien comment faire les choses avec amour. »
Étienne observait la conversation avec fascination. Hélène avait identifié quelque chose qu'il n'avait pas perçu. Ses filles avaient arrêté de faire les choses qui les reliaient à Marianne par peur de ne pas réussir à faire comme il faut. Hélène leur montrait que l'important n'était pas la perfection, mais l'intention. En fin d'après-midi, alors que Hélène se préparait à partir, Anne-Sophie s'approcha d'elle avec un papier plié. « C'est pour toi », dit-elle timidement. Hélène ouvrit le papier et trouva un dessin. 2 femmes et 3 fillettes dans un jardin plein de fleurs. L'une des femmes avait de longs cheveux sombres, représentant clairement Marianne. L'autre avait des cheveux châtains attachés en chignon. Hélène. Les 3 fillettes souriaient, et dans le ciel, il y avait un grand soleil jaune. « C'est très joli, Anne-Sophie. Je peux te demander qui sont les personnes sur le dessin. »« Toi, nous et maman, » expliqua la fillette. « J'ai pensé qu'elle aimerait te connaître. » Étienne sentit comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Le dessin de sa fille montrait une famille où la mère décédée et la gouvernante vivante coexistaient harmonieusement. C'était la vision d'une enfant essayant d'intégrer sa nouvelle réalité à ses souvenirs. Hélène s'agenouilla à la hauteur d'Anne-Sophie. « Merci. Je vais garder ce dessin pour toujours. Et tu sais quoi? Je pense aussi que j'aurais beaucoup aimé connaître ta mère. » Quand Hélène partit, Étienne l'accompagna jusqu'au portail comme d'habitude. Mais cette fois, il devait poser une question qui le tourmentait. « Hélène, puis-je savoir ce qui est arrivé à votre fille ?» Elle s'arrêta et se tourna pour lui faire face. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, comme si elle décidait de ce qu'elle pouvait partager. Noémie avait 6 ans quand elle est tombée malade, une maladie du sang que nous n'avons pas réussi à vaincre. Nous nous sommes battus pendant 2 ans, nous avons tout essayé, mais... Sa voix se brisa. Étienne sentit une connexion profonde avec sa douleur. « Je suis vraiment désolé. Je ne peux imaginer à quel point ça a dû être difficile. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais échoué avec elle, que si j'avais fait quelque chose de différent, si j'avais été une meilleure mère. » Hélène essuya une larme qui s'était échappée. « Il m'a fallu des années pour comprendre que parfois, on ne peut pas sauver ceux qu'on aime, mais on peut honorer leur mémoire en aidant les autres. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que je suis ici. » Étienne regarda Hélène s'éloigner dans la rue arborée de Neuilly-sur-Seine. Il comprenait maintenant sa sérénité, sa patience infinie avec ses filles. Hélène ne s'occupait pas seulement de 3 fillettes traumatisées. Elle tenait une promesse silencieuse envers sa propre fille. Quand il rentra à la maison, il trouva les 3 filles sur la terrasse, arrosant les petits pots même si Hélène avait dit qu'1 fois par jour suffisait. « Papa, tu crois que Noémie peut voir nos tournesols de là où elle est ?» demanda Sophie. La question prit Étienne au dépourvu. « Je pense que oui, » répondit-il après un moment. « Je pense qu'elle serait très heureuse de vous voir vous occuper des plantes. »« Et maman aussi, » ajouta Claire. Étienne s'assit sur la chaise à côté d'elle, se permettant pour la première fois de participer activement à la routine de soins qu'Hélène avait établie. « Je pense aussi, » acquiesça-t-il. « Je pense qu'elles sont toutes les 2 très fières de vous. » Cette nuit-là, Étienne dormit en pensant à quel point il était étrange qu'une femme qui avait tant perdu puisse apprendre à ses filles à retrouver l'espoir. Et pour la première fois depuis la mort de Marianne, il parvint à imaginer un avenir où sa famille serait de nouveau heureuse. Pas le même bonheur qu'avant, celui-là était parti pour toujours, mais un bonheur nouveau, construit sur la base de ce qu'ils avaient perdu et de ce qu'ils avaient appris à apprécier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Hélène était entrée dans la vie de la famille Martin, et la transformation était visible dans chaque recoin de la maison. Les petits pots sur la terrasse montraient déjà leurs premières pousses vertes, et les filles leur rendaient visite religieusement chaque matin, racontant des nouvelles à leurs petites plantes comme si c'étaient des animaux de compagnie. Étienne était dans la cuisine en train de prendre son café quand il entendit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Des rires. De vrais rires, cristallins et libres, venant du jardin à l'arrière. Il s'approcha de la fenêtre et vit un spectacle qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. Anne-Sophie, Claire et Sophie étaient à genoux dans la terre, les mains sales et d'énormes sourires sur le visage, aidant Hélène à nettoyer un parterre. Ce n'étaient plus les enfants éteints et silencieux qu'ils s'étaient habitués à voir.
C'étaient des filles normales, jouant, parlant en même temps, discutant de l'endroit où planter chaque jeune pousse. « Papa, viens voir !» cria Sophie quand elle le remarqua à la fenêtre. Étienne sortit de la maison et se dirigea vers elle. Le jardin avait été complètement transformé. Les mauvaises herbes avaient été enlevées. L'herbe était tondue et de nouveaux parterres organisés prenaient forme. Hélène avait réussi à préserver les plantes originales de Marianne tout en créant de l'espace pour de nouvelles additions. « Regarde ce qu'on a trouvé », dit Claire, en montrant un rosier qui était caché sous des branches sèches. Hélène a dit qu'il dormait seulement. Étienne s'approcha du rosier. Marianne avait planté ce plant spécifique la première année de leur mariage. C'était son préféré, une rose rouge qui fleurissait 2 fois par an. Il avait disparu sous la végétation sauvage et Étienne avait supposé qu'il était mort. « Il va refleurir » demanda-t-il en touchant délicatement les branches taillées. « Oui, bien sûr », répondit Hélène avec conviction. « Parfois, les plantes ont besoin de traverser une période difficile avant de refleurir. Mais quand elles le font, elles sont souvent encore plus belles. » Étienne comprit qu'elle ne parlait pas seulement du rosier. « Qu'est regarde ça !» s'exclama Anne-Sophie en courant vers un coin du jardin où se trouvait un petit potager. « On a planté des tomates cerises, de la laitue et les petites herbes que maman aimait. Basilic, persil et ciboulette, » compléta Claire avec fierté. Sophie tira la main d'Étienne. « Viens voir notre projet spécial. » Elle le mena jusqu'à un parterre circulaire au centre du jardin où avait été planté un petit arbre qu'Étienne ne reconnut pas. « C'est un jaboticabier, » expliqua Hélène. « Les filles l'ont choisi parce qu'elles ont dit que leur mère adorait le jaboticaba. » Étienne sentit ses yeux s'embuer. Marianne adorait vraiment le jaboticaba. Elle parlait toujours de planter un arbre dans le jardin, mais n'en avait jamais eu le temps. « Combien de temps il met pour donner des fruits ?» demanda Anne-Sophie. « Quelques années, » répondit Hélène. « Mais quand il commencera, il donnera des jaboticaba chaque année. Ce sera comme un cadeau qui continue d'arriver. » Étienne perçut la sagesse derrière ce choix. Hélène apprenait à ses filles à penser à l'avenir, à faire des projets à long terme. À croire qu'il y aurait dans quelques années où elles seraient là pour récolter les fruits. Madame Carmen apparut à la porte de la cuisine. « Monsieur Martin, vous avez un appel. C'est le docteur Dubois. » Étienne hésita. Il n'avait pas emmené les filles en consultation depuis 3 semaines. Il avait annulé les derniers rendez-vous parce qu'elles semblaient aller si bien qu'il ne voulait pas risquer d'interrompre leur progrès. « Vous pouvez lui dire que je le rappellerai ?» demanda-t-il. Il a dit que c'était important, concernant les examens des filles. Étienne sentit une pointe d'anxiété. Quels examens? Il n'avait autorisé aucun examen récemment. Hélène perçut son inquiétude. « Allez répondre. Nous, on continue ici. » Étienne rentra dans la maison, le cœur battant. Le docteur Dubois n'appelait jamais à moins que ce ne soit grave. « Docteur Dubois, Étienne Martin. »« Étienne, ravi de vous parler. Écoutez, j'appelle parce que je suis inquiet. Vous avez manqué les 3 dernières consultations prévues. Comment vont les filles ?» Étienne respira, soulagé. Ce n'était pas une urgence médicale. « Docteur, pour être honnête, elles vont beaucoup mieux. J'ai engagé une nouvelle gouvernante et... »« Étienne !» La voix du médecin devint sérieuse. « Je sais que vous essayez d'aider vos filles, mais nous ne pouvons pas interrompre le suivi médical. Leur état était très grave. Nous devons surveiller qu'il n'y a pas eu de rechute. »« Mais docteur, elles mangent normalement, dorment sans cauchemar, parlent, jouent... » »« Étienne, vous n'êtes pas médecin. Il peut y avoir des signes que vous ne percevez pas. Je dois examiner les filles cette semaine. Je vais reporter le rendez-vous à vendredi. » Étienne regarda par la fenêtre et vit ses filles planter des fleurs, conversant, avec animation, ressemblant à des enfants normaux et en bonne santé. « D'accord, docteur, vendredi. » Quand il raccrocha, il eut l'impression qu'un nuage sombre était passé sur cette journée ensoleillée. Et si le docteur Dubois trouvait quelque chose d'anormal? Et s'il décidait qu'Hélène n'était pas qualifiée pour s'occuper des filles? Et s'il recommandait une hospitalisation ou des médicaments qui les feraient régresser? Étienne retourna au jardin en essayant de cacher son inquiétude, mais Hélène perçut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-elle discrètement, pendant que les filles se distrayaient choisissant où planter quelques jeunes pousses de tournesol. « Le médecin des filles veut les voir vendredi. Je suis inquiet de ce qu'il va penser de tout ça. » Hélène hocha la tête avec compréhension.
Vous avez peur qu'ils n'approuvent pas les méthodes que nous utilisons. J'ai peur qu'ils veuillent changer quelque chose. Les filles vont si bien maintenant. Étienne. Hélène utilisa son prénom pour la première fois, ce qui le surprit. Indépendamment de ce que dira le médecin, les progrès que vos filles ont faits sont réels. Personne ne peut leur enlever ça. Mais s'il veut les hospitaliser ou prescrire des médicaments lourds, alors vous aurez une décision difficile à prendre. Mais souvenez-vous, vous êtes leur père. La décision finale vous appartient. Étienne observa Anne-Sophie expliquer à Claire comment planter les graines de tournesol à la bonne profondeur. Sophie fredonnait une chanson qu'elle avait apprise avec Hélène en arrosant les nouveaux parterres. C'étaient des scènes de normalité qu'il avait cru ne plus jamais revoir. « Hélène, je peux vous demander quelque chose de personnel ?» Elle arrêta de remuer la terre et le regarda. « Bien sûr. Avez-vous emmené votre fille voir beaucoup de médecins pendant sa maladie ?» Hélène ferma les yeux un instant, comme si elle se préparait à plonger dans des souvenirs douloureux. « Je l'ai emmenée voir tous les médecins possibles. J'ai fait tous les traitements qu'ils recommandaient. J'ai suivi tous les protocoles. » Sa voix se fit plus basse. « Et même ainsi, ça n'a pas suffi. Vous regrettez quelque chose. » Hélène resta silencieuse un long moment, observant les filles jouer. « Je regrette d'avoir passé tant de temps dans les hôpitaux que j'ai oublié de vivre les bons moments qu'il nous restait. Je regrette de m'être tellement concentrée sur la maladie que j'ai cessé de voir l'enfant. » Elle regarda directement Étienne. « Vos filles ne sont pas malades, Étienne. Elles sont blessées. Et les blessures se guérissent avec de l'amour, du temps et de la patience. » Ces paroles touchèrent profondément Étienne. Pendant les mois qui ont suivi la mort de Marianne, il avait traité ses filles comme si elles étaient des patientes en phase terminale, et non des enfants en deuil qui avaient besoin d'affection. L'après-midi, Hélène suggéra quelque chose qui surprit tout le monde, faire un pique-nique dans le jardin. Madame Carmen prépara des sandwichs, du jus de fruits frais et quelques fruits. Ils étendirent une nappe à carreaux sous le jaboticabier et s'assirent tous ensemble. C'était une scène qui rappelait les pique-niques qu'Étienne et Marianne faisaient avec les filles dans les premières années de leur mariage. Mais cette fois, au lieu d'apporter de la tristesse, le souvenir apporta un sentiment de continuité, comme s'ils honorèrent le passé tout en construisant quelque chose de nouveau. « Hélène, » dit soudain Anne-Sophie, « tu peux habiter ici pour toujours ?» La question prit tout le monde par surprise. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait pas pensé à ce qui se passerait quand Hélène déciderait que son travail ici était terminé. Hélène sourit, mais Étienne perçut une hésitation dans ses yeux. « Je resterai tant que vous aurez besoin de moi, » répondit-elle prudemment. « Mais comment on saura quand on n'aura plus besoin ?» demanda Claire. « Je pense que vous le saurez. Quand vous vous sentirez assez forte pour vous occuper du jardin toute seule, pour prendre soin les unes des autres, pour prendre soin de votre père. » Sophie rit. « On s'occupe déjà de papa. Hier, je lui ai rappelé de se brosser les dents. » Étienne sourit. C'était vrai. Ces derniers jours, ses filles avaient recommencé à se préoccuper de lui, à l'inclure dans leurs activités, à le traiter comme un père et non comme une figure distante et endeuillée. « Et qu'est-ce que tu feras quand tu partiras d'ici » demanda Anne-Sophie. Hélène devint pensive. « Je chercherai d'autres familles qui ont besoin d'aide, d'autres enfants qui ont oublié comment sourire. » Étienne sentit une pointe de jalousie à l'idée qu'Hélène s'occupe d'autres enfants avec le même dévouement qu'elle consacrait à ses filles. « Mais tu pourras nous rendre visite ?» demanda Sophie. « Bien sûr que je pourrai, et vous pourrez m'envoyer des photos des plantes pour que je voie comment elles grandissent. » Quand le soleil commença à se coucher, ils rangèrent les affaires du pique-nique. Les filles coururent à l'intérieur pour prendre leur bain, laissant Étienne et Hélène seuls dans le jardin. « Hélène, je dois vous dire quelque chose. » Elle arrêta de plier la nappe et le regarda attentivement. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. En 3 semaines, vous m'avez rendu ma famille. » Votre famille a toujours été là, Étienne. Vous aviez juste besoin de vous souvenir comment vous reconnecter. Étienne hésita puis décida d'être complètement honnête. « J'ai peur du jour où vous partirez. Peur qu'elle régresse. Peur de ne pas réussir à maintenir ça, dit-il, en désignant le jardin fleuri, la maison qui avait retrouvé la vie. Hélène s'approcha de lui. « Étienne, regardez vos filles aujourd'hui. Regardez-les vraiment. Ce ne sont plus les mêmes fillettes que j'ai connues il y a 3 semaines.
Elles ont grandi, se sont renforcées. Et vous aussi. Je ne me sens pas fort. Vous étiez dans le jardin avec elles aujourd'hui. Vous participiez, vous riiez, vous faisiez des projets. Quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois avant mon arrivée? Étienne réalisa qu'elle avait raison. Il avait passé des mois à regarder ses filles de loin, comme si elles étaient des créatures fragiles qui pouvaient se briser s'il s'approchait trop. Hélène lui avait appris qu'elles avaient besoin de sa présence, pas de sa protection. Et si le médecin veut tout changer, alors vous défendrez ce qui est le mieux pour vos filles. Vous êtes leur père, Étienne. Vous les connaissez mieux que n'importe quel médecin. Cette nuit-là, Étienne coucha les filles pour la première fois en 2 ans. C'était une routine que Marianne avait toujours assurée et qu'il avait abandonnée après sa mort, la laissant aux nounous et aux infirmières. Mais aujourd'hui, les trois lui demandèrent spécifiquement de leur raconter une histoire. Étienne s'assit sur le lit d'Anne-Sophie, avec Claire et Sophie blotties à côté de leur sœur aînée. « Quelle histoire voulez-vous entendre ?»« Raconte celle de la princesse qui plantait des fleurs magiques, » demanda Sophie. Étienne fronça les sourcils. « Je ne connais pas cette histoire. »« C'est Hélène qui nous l'a racontée, » expliqua Claire. « Mais on veut l'entendre de ta bouche. » Étienne improvisa une histoire sur une princesse qui avait perdu son royaume à cause d'une méchante sorcière, mais qui découvrit qu'elle pouvait le reconquérir en plantant des fleurs qui redonnaient la joie aux gens. C'était une histoire simple, mais chargée d'un symbolisme, que ses filles comprirent intuitivement. Quand il eut terminé, Anne-Sophie le serra fort dans ses bras. « Papa, Hélène est comme la princesse de l'histoire, elle nous a apporté les fleurs magiques. » Étienne embrassa le front de sa fille. « Et vous, vous êtes les princesses qui ont appris à planter leurs propres fleurs magiques. » Quand il sortit de leur chambre, Étienne se sentit plus père qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Hélène était dans le salon, rangeant son sac pour partir. « Merci, dit-il simplement. »« Pourquoi ?»« De m'avoir réappris à être le père de mes filles. » Hélène sourit. « Vous avez toujours été leur père, Étienne. Vous étiez juste perdu dans votre propre douleur. » Quand elle partit, Étienne resta sur la terrasse, à observer le jardin sous le clair de lune. Demain serait un autre jour de découverte, un autre jour de croissance. Et vendredi, il devrait affronter le docteur Dubois et défendre la nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble. Mais pour la première fois depuis longtemps, Étienne se sentait prêt à se battre pour le bonheur de sa famille. Le vendredi arriva chargé de tension. Étienne avait mal dormi, imaginant tous les scénarios possibles pour la consultation avec le docteur Dubois. Hélène perçut sa nervosité et suggéra que les filles portent leurs vêtements préférés, comme si c'était un événement spécial, pas une consultation médicale. Anne-Sophie choisit une robe bleue que Marianne lui avait achetée pour son dernier anniversaire. Claire portait une jupe ample jaune qui la faisait tourner comme une ballerine. Sophie opta pour un ensemble rose avec des dessins de papillons. Toutes étaient radieuses, discutant avec animation de leurs plantes pendant le trajet vers le cabinet. Étienne observait ses trois filles sur la banquette arrière par le rétroviseur, voyant à quel point elles étaient différentes des enfants éteintes qu'il avait emmenées chez le médecin des mois auparavant. Le docteur Dubois parviendrait-il à voir la transformation ou se concentrerait-il uniquement sur les protocoles médicaux? Le cabinet du docteur Dubois se trouvait dans le 16e arrondissement de Paris, dans un immeuble moderne avec vue sur la tour Eiffel. Quand ils arrivèrent, la secrétaire les accueillit avec surprise. « Oh, quelle jolie petite fille! Vous avez tellement changé depuis la dernière fois. » Étienne sentit un soulagement momentané. Si même la secrétaire avait remarqué la différence, peut-être que le médecin le ferait aussi. Dans la salle d'attente, les filles se comportèrent comme des enfants normaux. Anne-Sophie feuilleta un magazine, Claire rangea les jouets qui traînaient et Sophie parla doucement à une poupée qu'elle avait apportée. Il n'y avait aucun signe de l'anxiété paralysante qu'elle manifestait habituellement dans les environnements médicaux. « Famille Martin », appela l'infirmière. Le docteur Dubois était un homme sérieux, d'environ 50 ans, spécialiste en psychiatrie infantile. Étienne l'avait toujours respecté professionnellement, mais aujourd'hui, il avait l'impression de défendre ses filles lors d'un procès. « Étienne, ravi de vous voir. Et les filles, comme vous avez grandi. » À la surprise d'Étienne, Anne-Sophie répondit « Bonjour, docteur Dubois, vous allez bien ?» Le médecin parut sincèrement surpris. Anne-Sophie ne lui avait pas parlé depuis la première consultation, des mois auparavant.
Je vais très bien, merci. Et toi, comment te sens-tu? Bien. On a planté un jardin à la maison. Vous voulez voir les photos? Anne-Sophie prit le téléphone d'Étienne et montra les photos qu'ils avaient prises des plantes. Claire et Sophie s'approchèrent, excitées de parler de leur tournesol et du jaboticabier. Le docteur Dubois regarda les images avec une attention croissante. « Vous avez fait tout ça toute seule? Hélène nous a aidés, » expliqua Claire. « Elle nous a appris à prendre soin des plantes et à leur parler. »« Hélène ?» Étienne prit la parole. « C'est la nouvelle gouvernante que j'ai engagée. Une approche différente, plus humaine. » Le médecin hocha la tête, mais Étienne perçut une inquiétude dans ses yeux. « Je vois. Bien, procédons à notre évaluation habituelle. » Pendant l'heure qui suivit, le docteur Dubois mena une série d'entretiens individuels avec chaque fille. Étienne attendit dans la salle d'attente, anxieux, essayant de deviner au ton des voix qu'il entendait à travers la porte comment se déroulait l'évaluation. Quand il fut finalement rappelé, le médecin était visiblement impressionné. « Étienne, asseyez-vous. Je dois vous parler. » Étienne se prépara au pire. « En 20 ans de carrière, j'ai rarement vu une transformation aussi significative chez des enfants présentant le tableau de vos filles. » Le médecin s'arrêta pour organiser ses pensées. Anne-Sophie est communicative, montre de l'intérêt pour l'avenir, parle de sa mère sans paniquer. Claire a retrouvé des expressions faciales naturelles et interagit socialement. Sophie m'a raconté une histoire de 10 minutes sur un papillon qu'elle a vu dans le jardin. Étienne sentit comme si un poids énorme lui était enlevé des épaules. Alors, elles vont bien? Plus que bien. Elles se développent sainement. Elles portent encore la douleur de la perte, bien sûr, mais elles ont appris à vivre avec de manière constructive. Le docteur Dubois se pencha en avant. « Étienne, qu'a fait exactement cette Hélène ?» Étienne réfléchit à la question. Comment expliquer en quelques mots la magie silencieuse qu'Hélène avait apportée dans leur vie? Elle les a traités comme des enfants, pas comme des patientes. Elle leur a appris à vivre avec la nostalgie au lieu d'être détruite par elle. A-t-elle une formation en psychologie, en thérapie familiale? Pas que je sache. Elle comprend simplement les enfants qui ont vécu des pertes. Le docteur Dubois resta silencieux un moment. Étienne, indépendamment des méthodes peu orthodoxes, les résultats sont indéniables. Vos filles sont guéries émotionnellement. Je recommande toujours un suivi tous les 6 mois, mais je ne vois aucune nécessité d'intervention médicamenteuse ou de thérapie intensive. Étienne sentit des larmes de soulagement lui monter aux yeux. « Docteur, puis-je vous demander quelque chose? Que se serait-il passé si elles avaient continué sur la voie où elles se trouvaient avant ?» Le médecin hésita. « Nous aurions probablement dû envisager une hospitalisation pour un traitement intensif. La situation se détériorait rapidement. » Étienne sortit du cabinet avec un sentiment de victoire absolue. Hélène avait littéralement sauvé ses filles d'un destin qu'il ne voulait même pas imaginer. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent chez un glacier près du Trocadéro. Les filles choisirent des parfums différents et s'assirent sur un banc pour manger, parlant de tout et de rien comme le font les enfants normaux. « Papa, » dit soudain Anne-Sophie, « le docteur a demandé si on voulait que maman revienne. » Étienne sentit sa poitrine se serrer. « Et qu'avez-vous répondu? »« J'ai dit que je le voulais très fort, » continua Anne-Sophie, « mais que si elle ne peut pas revenir, alors on doit être heureuse de la manière dont on peut l'être maintenant. » Les mots de sa fille de 7 ans portaient une sagesse qui émut Étienne. Claire lécha sa glace, pensive. « Et j'ai dit que maman n'aimerait pas qu'on reste triste pour toujours. » Sophie, toujours la plus directe, ajouta « J'ai dit que maman avait envoyé Hélène pour s'occuper de nous en attendant. » Étienne regarda ses 3 filles et réalisa qu'elles avaient trouvé leur propre façon de comprendre et d'accepter leur nouvelle réalité. Hélène leur avait donné les outils pour construire un récit où la perte et l'espoir pouvaient coexister. Quand ils arrivèrent à la maison, Hélène les attendait dans le jardin avec une surprise. Elle avait préparé une petite fête en plein air pour célébrer son premier mois de travail dans la famille. Des guirlandes colorées étaient suspendues entre les arbres. La table était mise avec un gâteau fait maison et des fleurs fraîches du jardin décoraient chaque recoin. « C'est une fête !» cria Sophie en courant pour serrer Hélène dans ses bras. « Comment ça s'est passé chez le médecin ?»
demanda Hélène à voix basse à Étienne pendant que les filles exploraient la décoration. Parfaitement. Il a dit qu'elles sont guéries. Hélène sourit, mais Étienne perçut quelque chose de différent dans ses yeux. Une sorte de satisfaction mêlée de tristesse. La fête fut magique. Les filles montrèrent à Hélène toutes les plantes qui avaient poussé, racontèrent de la consultation médicale, firent des projets pour de nouvelles additions au jardin. Madame Carmen se joignit à eux pour le gâteau, qui était délicieux, la recette que Marianne faisait, mais qu'Hélène avait appris aux filles à préparer. Quand le soleil commença à se coucher, Hélène rassembla les filles autour de la table. « Les filles, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Étienne sentit son estomac se nouer. À la façon dont elle parlait, il savait ce qui allait suivre. « Vous vous souvenez quand vous avez demandé comment vous sauriez que vous n'auriez plus besoin de moi ?» Les trois hochèrent la tête en silence. « Eh bien, je pense que ce moment est arrivé. »« Non !» protesta immédiatement Sophie. « Tu ne peux pas partir. » Hélène s'agenouilla à la hauteur de la fillette et lui prit les mains. « Sophie, regarde autour de toi. Regarde le jardin que vous avez créé, la façon dont vous prenez soin les unes des autres, comment votre papa a retrouvé le sourire. Vous n'avez plus besoin de moi. » « Mais on veut que tu sois là, » dit Claire, les larmes aux yeux, « et je serai toujours là. » Hélène toucha la poitrine de Claire. « Dans ton cœur. Tout ce que nous avons fait ensemble, toutes les choses que vous avez apprises, personne ne peut vous l'enlever. » Anne-Sophie, toujours la plus mature, demanda « Tu vas t'occuper d'autres enfants comme tu t'es occupée de nous ?»« Oui. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin d'apprendre ce que vous avez appris. » Étienne s'approcha. « Hélène, vous êtes sûre? Les filles vous adorent. Nous aimerions que vous restiez. » Hélène le regarda avec affection. « Étienne, quand je suis arrivée ici, vous étiez une famille brisée. Maintenant, vous êtes une famille guérie. Mon travail ici est terminé. »« Quand est-ce que tu pars ?» demanda Anne-Sophie, essayant d'être courageuse. « Demain matin. Mais avant ça, nous avons toute la soirée pour nous dire au revoir correctement. » Ils passèrent la soirée à faire des choses spéciales ensemble. Hélène apprit aux filles à faire des biscuits en forme de fleurs. Ils se racontèrent des histoires au pied du jaboticabier et firent un dernier tour du jardin, vérifiant chaque plante. À l'heure du coucher, Hélène accompagna Étienne pour mettre les filles au lit pour la dernière fois. « Hélène, » dit Anne-Sophie alors qu'elle s'apprêtait à quitter la chambre, « tu peux prendre une photo de nous, pour ne pas nous oublier ?» Hélène prit la photo qui se trouvait sur la table de chevet, un portrait récent des trois filles souriant dans le jardin, et la rangea dans son sac. « Merci, je la garderai. Pour toujours. » Quand les filles s'endormirent enfin, Étienne et Hélène s'assirent sur la terrasse avec 2 tasses de thé. « Comment savez-vous quand il est temps de partir ?» demanda Étienne. « Quand je vois que la famille n'a plus besoin d'une sauveuse, mais simplement de temps pour grandir seule. » Hélène regarda le jardin en fleurs. « Vos filles vont continuer à grandir, Étienne. Et vous continuerez à être un père merveilleux. Vous n'avez plus besoin de moi. Et si un problème survient, si elles régressent, elles ne régresseront pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne suivent pas seulement une recette que j'ai apportée. Elles ont créé leurs propres outils pour faire face à la vie. » Étienne resta silencieux, absorbant ses paroles. « Hélène, puis-je vous demander quelque chose que j'ai toujours voulu savoir? » « Bien sûr. Que faites-vous quand vous ne sauvez pas des familles comme la nôtre ?» Hélène sourit tristement. « Je me souviens de ma fille. Je plante des fleurs sur le balcon de mon petit appartement. Parfois, je visite le cimetière où elle repose, et je cherche d'autres familles qui ont besoin d'aide. Avez-vous réussi à faire la paix avec sa perte ?» Hélène resta pensive un long moment. « Vous savez, Étienne, quand j'ai perdu Noémie, j'ai cru que ma vie était finie aussi. J'ai passé 2 ans à simplement exister. Puis, j'ai commencé à travailler avec d'autres familles, et j'ai réalisé que chaque enfant que j'aidais était une façon d'honorer sa mémoire. C'est pour ça que vous faites ça. C'est pour ça que je fais ça. Noémie ne peut plus grandir, ne peut plus planter de fleurs, ne peut plus sourire. Mais chaque fois que je vois un enfant recommencer à sourire, c'est comme si un petit bout d'elle continuait à vivre dans le monde. » Étienne comprit qu'Hélène avait trouvé sa propre façon de transformer la douleur en quelque chose de beau. Le lendemain matin, Hélène se prépara à partir. Ses quelques affaires étaient déjà dans son sac en toile, le même avec lequel elle était arrivée 1 mois plus tôt. Les filles l'attendaient dans le jardin,
chacune tenant un petit pot avec une jeune pousse qu'elles avaient préparée en cadeau. « C'est pour que tu plantes chez toi, » expliqua Anne-Sophie. « Comme ça, tu te souviendras de nous tous les jours. » Hélène reçut les pots, les larmes aux yeux. « Les filles, vous êtes les cadeaux les plus spéciaux que j'ai jamais reçus. » Elles se firent un câlin de groupe et Étienne réalisa que ce n'était pas un adieu triste, mais un adieu plein de gratitude. « Hélène, » dit Claire, « quand nos tournesols seront très grands, on t'enverra une photo. Et quand le jaboticabier donnera des fruits, tu devras revenir pour en manger avec nous, » ajouta Sophie. Hélène acquiesça, bien que tout le monde sût qu'elle serait probablement en train de s'occuper d'autres familles quand cela arriverait. Étienne l'accompagna jusqu'au portail. Arrivée là, elle se tourna vers lui. « Étienne, merci de m'avoir fait confiance. »« C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez rendu ma famille. » Hélène jeta un dernier regard à la maison où les filles faisaient un signe depuis la fenêtre, puis à Étienne. « Elles iront bien, et vous aussi. » Étienne la regarda s'éloigner dans la rue arborée de Neuilly-sur-Seine, portant ses jeunes pousses et son sac en toile, prête à trouver une autre, famille qui avait besoin de redécouvrir l'espoir. Quand il rentra à la maison, il trouva les filles dans la cuisine, préparant le petit déjeuner seul pour la première fois. « Papa, on a pensé faire des crêpes pour bien commencer la journée, » dit Anne-Sophie, assumant son rôle de sœur aînée avec naturel. Étienne s'assit à table et observa ses filles travailler ensemble, prenant soin les unes des autres, l'incluant dans leur conversation. Hélène avait raison. Ils n'avaient plus besoin d'être sauvés. Ils avaient juste besoin de continuer à grandir ensemble. 6 mois plus tard, Étienne reçut une simple lettre, sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une photo, 3 énormes tournesols plantés dans un petit appartement, avec un message au dos. « Les pousses des filles sont magnifiques. J'espère qu'elles le sont aussi. Avec toute mon affection, Hélène. » Le même jour, Anne-Sophie, qui avait maintenant 8 ans, était dans le jardin à cueillir du basilic pour aider Madame Carmen pour le dîner. Claire, à 6 ans, fredonnait en arrosant les plantes. Sophie, maintenant âgée de 5 ans, avait dessiné une famille heureuse à accrocher sur le réfrigérateur. Le jaboticabier avait grandi et promettait de donner ses premiers fruits l'année suivante. Étienne regardait tout cela depuis la fenêtre de la cuisine, se souvenant de l'homme désespéré qui avait interviewé Hélène des mois auparavant. Cet homme avait perdu une femme et avait failli perdre ses filles à cause de la douleur. Cet homme avait appris que l'amour ne meurt pas avec la perte, il se transforme simplement. Marianne restait présente dans la mémoire de la famille, mais maintenant comme une source de force, pas de tristesse. Ses plantes fleurissaient dans le jardin entretenu par ses filles, sa recette de gâteau était faite tous les dimanches, et ses histoires étaient racontées avant de dormir. Hélène avait tenu sa promesse silencieuse. Elle avait planté l'espoir là où il n'y avait que de la douleur. Elle avait appris à une famille à vivre à nouveau. Et quelque part à Paris, elle faisait probablement la même chose pour une autre famille qui avait besoin de redécouvrir que la vie, même après les plus grandes pertes, pouvait encore être belle. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de la famille Martin a profondément touché votre cœur. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de la vie, lorsque la douleur semble nous consumer entièrement, l'espoir existe encore. Hélène nous a enseigné que la guérison ne vient pas de formules magiques ou de solutions rapides, mais de la présence sincère, de l'amour inconditionnel et de la patience de permettre à chaque personne de retrouver son propre chemin vers la vie. Si ce récit a éveillé des émotions en vous, si vous avez reconnu des bribes de votre propre parcours dans les mots que nous avons partagés, laissez-nous un j'aime pour nous montrer que des histoires comme celle-ci font la différence. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui apportent de la lumière aux recoins les plus profonds de l'expérience humaine. Et dans les commentaires, dites-nous, quel a été le moment qui a le plus touché votre cœur? Quel enseignement retiendrez-vous de cette histoire de résilience et de renaissance? Chaque jour, nous vous proposons des récits intenses et transformateurs qui célèbrent la force incroyable qui existe en chacun de nous. Nous vous attendons au prochain épisode, où une autre famille découvrira que le véritable amour est capable de guérir n'importe quelle blessure.